Bonjour chers élèves et bienvenue à tous les élèves du baccalauréat, toutes options confondues, sciences maths, PC, SVT, S. Donc ce cours, ça vous concerne tous l'étude du circuit RLC en régime libre. Donc en suivant ce cours, vous allez comprendre tous les différents régimes d'oscillation d'un circuit RLC, comment déterminer l'équation différentielle, quel est l'effet de la résistance pour chaque régime, dans chaque régime, comment déterminer l'énergie, et ainsi de suite. Bien, donc nous avons déjà étudié le circuit RC tout seul, ensuite le circuit RL tout seul. Maintenant, si on les met ensemble, qu'est-ce qui se passe? C'est ce qu'on va essayer de comprendre à travers cette vidéo, avec en plus une animation qui va montrer ces régimes d'une façon très claire. Bien, qu'est-ce que c'est que d'abord un régime oscillatoire, un circuit RLC libre? Le mot libre, ça signifie tout simplement vous êtes dans le cadre d'un circuit sans apport d'énergie. D'accord? Il n'y a aucun générateur à l'intérieur de ce circuit. Donc quand est-ce qu'on parle d'un circuit RLC libre? Vous avez bien sûr une bobine, un condensateur et une résistance. Au premier lieu, on charge d'abord le condensateur. Ensuite, on ouvre cet interrupteur et à partir de cet instant, ce circuit devient un circuit RLC libre parce que vous voyez qu'il n'y a aucun apport d'énergie de l'extérieur. Donc on va juste étudier comment évolue la tension, le courant, l'énergie, toutes les grandeurs de ce circuit-là en fonction du temps à partir du moment où on a ouvert le circuit, c'est-à-dire on a enlevé le générateur. Donc c'est ça ce qu'on appelle le circuit RLC libre. À l'inverse, deuxième partie qui va être le circuit RLC forcé, le générateur va être toujours lié à un circuit RLC et dans ce cas-là, c'est une autre étude. Bien. Le régime des oscillations dans un circuit RLC libre. Donc comment ça se passe? Donc vous voyez ce circuit, comme je disais, donc on charge d'abord le condensateur. Une fois qu'on charge le condensateur, on va mettre l'interrupteur en position 2. Ensuite, pour étudier les différents régimes, ce qu'on va faire, c'est faire varier la résistance. Parce que la capacité, c'est une constante. Le condensateur a une capacité fixe. La bobine a une capacité fixe et une résistance fixe. Sur quoi on peut jouer, c'est la résistance qu'on peut changer. Bien sûr, on peut changer aussi le condensateur si on veut, la bobine. Mais souvent, on joue sur la résistance, c'est le plus simple, pour faire varier le courant et voir comment varie le courant en fonction du temps, ou bien la tension au bord du condensateur en fonction du temps, pour différentes valeurs de la résistance. Et on va voir que on aura trois régimes possibles. Et je vais vous le montrer d'abord par cette animation avant de passer au calcul. Donc voilà un circuit RLC, d'accord, une bobine, par exemple de 700 millihenry, un condensateur de 2000 nanofarad et une résistance nulle. Donc si on charge le condensateur, j'ouvre l'interrupteur, voilà comment va évoluer la tension en bord du condensateur en fonction du temps. Donc il va avoir ce qu'on appelle un mouvement oscillatoire non amorti. Pourquoi non amorti? Parce que vous voyez que l'amplitude de la tension reste constante. Donc la tension va suivre un mouvement oscillatoire non amorti si la résistance est nulle. Et là, on va essayer de comprendre dans ce cours pourquoi cette tension reste oscillatoire non amortie. Si par contre, vous avez un circuit ou bien une bobine, là, c'est ce qu'on appelle un circuit LC idéal. Ça veut dire que la bobine n'a pas de résistance interne, aucune résistance dans le circuit. Vous avez juste un condensateur enciré avec une bobine sans résistance dans le circuit. Donc, il n'y a pas de perte par effet Joule, en fait. Si je mets une petite résistance, voilà, on va augmenter un petit peu. Vous voyez déjà ce qui se passe. L'amplitude des oscillations commence à diminuer. D'accord? Par contre, la période reste pratiquement constante. Je commence à augmenter encore un peu plus. Là, elle s'est atténuée très fortement. Et là, c'est ce qu'on obtient. Ça, c'est ce qu'on appelle un régime pseudo-périodique. Donc, je vais diminuer juste un peu. Voilà. Voilà, c'est ce qu'on appelle un régime pseudo-périodique. Qu'est-ce que c'est qu'un régime pseudo-périodique? C'est un régime qui garde à peu près la même période
que celui de tout à l'heure, du régime périodique, mais dans l'amplitude, vous voyez, il diminue au cours du temps. Et à un certain moment, il n'y aura plus d'oscillation. Donc si je commence à augmenter la résistance, on augmente les pertes par effet Joule, et vous voyez que les oscillations commencent à disparaître. Et il existe une valeur de la résistance où, à partir de laquelle vous n'avez plus d'oscillation. Et dans ce cas-là, on passe vers un troisième régime. Donc vous avez trois régimes. Le régime où la résistance est nulle, vous avez un mouvement oscillatoire non amorti, l'amplitude reste constante. Vous avez le mouvement oscillatoire amorti, c'est ce qu'on vient de voir. Vous avez des oscillations avec l'amplitude qui commence à diminuer. Et à partir d'une certaine résistance qu'on appelle la résistance critique, les oscillations disparaissent. Et là, on évolue vers un régime qu'on appelle régime critique. Ça veut dire que vous n'avez plus d'oscillation. La tension diminue directement au cours du temps. Donc voilà les trois régimes. Donc vous voyez que on peut évoluer d'un régime oscillatoire non amorti vers un régime oscillatoire amorti, c'est ce qu'on appelle régime pseudo-périodique. Et si la résistance est très grande, on évolue vers un régime critique. Voilà ce qui se passe physiquement. Maintenant, on va passer au calcul pour montrer ça sous forme d'équation. Donc voilà une représentation des trois régimes qu'on a vu tout à l'heure. Donc vous avez trois régimes. Un régime oscillatoire non amorti, c'est ce qu'on appelle un régime périodique. Un régime apériodique, c'est celui qui correspond à une résistance très grande dans le circuit. Et vous avez un régime, ce qu'on appelle pseudo-périodique, si la résistance est faible. Et vous voyez que souvent, vous allez voir dans la suite, dans les exercices, on confond toujours dans les calculs, on vous dit on prend T est à peu près égal à T0. Et vous voyez bien que T est pratiquement égal à T0. Donc T0, on va la déterminer pour le régime périodique. Et quand on traitera un régime pseudo-périodique, on prend toujours T est égal à T0. Donc celui-là, il correspond à une résistance nulle, pas de perte par effet Joule. Celui-là, il correspond à une résistance très grande. Et le pseudo-périodique, vous voyez bien que l'amplitude des oscillations décroît. Donc là, il est 6, là, il vaut 4,4 et ainsi de suite. Là, il vaut 2 volts. Donc au fur et à mesure que le temps augmente, l'amplitude diminue à cause de l'effet Joule. Et le régime critique, bien sûr, c'est vous n'avez plus d'oscillation. Et à partir de là, on passe vers ce qu'on appelle, au-delà de cette résistance critique, on passe du régime pseudo-périodique au régime apériodique. Bien. Donc la cause de l'amortissement, vous l'avez vu bien, c'est la résistance. Donc plus il y a une résistance, plus vous avez des pertes par effet Joule et plus vous avez un phénomène d'amortissement. Donc maintenant, passons au calcul. Donc il n'y a rien de nouveau dans le calcul. Tout a été vu dans le circuit RC et dans le circuit RL. Donc celui qui a bien compris le circuit RL et le circuit RC, là, c'est tout simplement les équations, on va les mettre ensemble. Bien. Donc toujours pour l'équation différentielle, c'est le même principe. On indique la tension au bord de chaque dipôle en convention récepteur, c'est-à-dire la flèche toujours dans le sens inverse au courant. Le courant, il est là, la flèche. Et puis, vous connaissez les tensions au bord de chaque dipôle. La loi d'additivité de tension. Vous voyez bien que U de C plus U de L plus U de R égale à 0. Il n'y a plus de générateur. Vous indiquez ensuite la tension au bord de chaque dipôle. On va traiter le cas général. Bobine avec une résistance interne. U de R prime, c'est R prime fois I. Et U de C, bien sûr, c'est Q sur C. Donc, on a besoin juste de deux relations. C'est la I, c'est D de Q sur D de T. Et bien sûr, si vous dérivez cette relation, la dérivée de I sur D de T, c'est la dérivée seconde de Q par rapport à T carré. Vous multipliez par C, et ça vous donne C fois D de I sur D de T, c'est la dérivée au carré de U de C. Vous remplacez dans l'équation différentielle, donc on va remplacer I par C D de IC sur D de T, et D carré de I, qui est D de Q sur D de T, D carré de Q sur DT carré, va faire apparaître D carré de UC sur DT carré. Et bien sûr, le I là, le I qui intervient là et qui intervient là, va faire apparaître D de I de C sur D de T. Donc vous divisez le tout par LC. Bon, petit calcul, je vous conseille de le reprendre vous-même à la main. Vous divisez ensuite, on va factoriser par C, RC et par C ici, entre ce terme et ce terme.
il va devenir R' plus R, qu'on va noter grand R, la résistance du circuit, totale du circuit. Et donc, vous voyez qu'on trouve cette équation différentielle, d carré de UC sur dt carré, plus R sur L, d de UC sur d de T, est égal à 1 sur LC fois UC. Donc, vous voyez, quand on a traité le circuit LC-RC, c'est toujours une équation de premier ordre. Vous avez ici une équation de deuxième ordre. Bien. Et le terme qui est responsable de l'amortissement, c'est ce terme-là. C'est le terme de premier ordre, là où la résistance apparaît. Donc voilà l'équation différentielle. Donc rien de spécial. Comme le circuit RC, comme le circuit RL, vous indiquez les tensions par une flèche, écrivez correctement la valeur de chaque tension, la somme de tensions égale à 0, et vous avez l'équation différentielle. Bien. Donc la grandeur R sur L fois d de I sur d de T exprime le phénomène d'amortissement. Donc, oscillation libre, maintenant on va traiter cas par cas. On va commencer dans le cas où la résistance totale du circuit est nulle. D'accord ? Vous avez vu tout à l'heure qu'on obtient quoi? Un régime oscillatoire non amorti, ou bien ce qu'on appelle un régime périodique. Dans ce circuit-là, on l'appelle le circuit RLC idéal. Donc on démarre toujours par un condensateur qui est chargé, d'accord, et il va se décharger à travers la bobine. Quelle est l'équation différentielle dans ce cas-là? Donc là c'est la même que tout à l'heure, il suffit de remplacer les résistances par 0. Et vous avez bien sûr facilement la loi d'activité des tensions, et on aboutit à une équation où vous avez uniquement d carré de UC sur dt carré plus 1 sur LC fois UC égale à 0. Il n'y a plus de la dérivée première de UC. D'accord? Donc ça, c'est le circuit LC idéal. Très simple. Tension de la bobine plus la tension du condensateur égale à 0. Chaque terme par sa valeur et vous avez cette équation. Donc là aussi, on ne vous demande pas de résoudre cette équation. On vous donne la solution. Il suffit de déterminer les paramètres de la solution. Donc la solution de cette équation, c'est une sinusoïde. C'est une fonction sinusoïdale. Donc vous l'avez vu tout à l'heure. La fonction, il n'y a pas d'amortissement, c'est un cosinus ou bien un sinus. Donc on vous donne en général de la forme, sous la forme I de M, l'amplitude, cosinus 2π sur T0 fois T plus phi, ou bien 2π sur T0, on peut l'écrire sous la forme oméga 0. Donc la pulsation, T0 c'est la période. Donc ça c'est des choses que vous avez déjà vues dans les ondes. UM c'est ce qu'on appelle l'amplitude, phi c'est la phase lorsque T égale à 0, T0 c'est la période propre du circuit, oméga 0 c'est la pulsation propre, et 2π sur T0 fois T plus phi c'est la phase à l'instant T. Souvent, qu'est-ce qu'on vous demande tout simplement, c'est de déterminer T0, soit à partir de la courbe, soit à partir de l'équation qu'on vous donne, de déterminer l'amplitude, là aussi c'est à partir de la courbe. Ça, c'est UM, c'est la tension maximale au bord du condensateur, autrement dit, c'est la valeur de la tension au bord du condensateur à T égale à 0. Bien, on va essayer de vérifier maintenant, ou bien dans quelles conditions, et c'est souvent la question qu'on vous pose, dans quelles conditions on vous donne la solution et, donnée par ça, déterminer la période par exemple, ou bien l'expression de la pseudo-période. Donc dans quelles conditions cette expression est solution de l'équation différentielle de tout à l'heure. Bon, comme pour le circuit RCRL, on va remplacer dans l'équation et chercher la condition. Donc juste un rappel, vous avez la dérivée de cosinus AX plus B, c'est moins A sinus, le même terme. Et la dérivée de sinus, c'est A fois cosinus, la dérivée par rapport à X bien sûr. Bien, donc on prend l'équation de tout à l'heure et on va calculer la dérivée première. Donc la dérivée première de U de C, donc vous voyez ça c'est A, donc c'est constante, cosinus donc un signe moins A fois UM fois sinus. Je dérive une deuxième fois, d'accord? Donc je dérive une deuxième fois tout ce terme, et en fait ça c'est constant, donc je dérive juste sinus, et sinus il va rester 2π sur T0 fois 2π sur T0, ça veut dire 2π sur T0 au carré, et moins UM. Et là, toujours dans les fonctions sinusoïdales, il faut bien remarquer que la dérivée seconde fait apparaître U de C. Donc vous voyez que UM cosinus 2π sur T0 T plus phi n'est autre que UC. Donc je peux écrire la dérivée seconde tout simplement moins 2π sur T0 au carré fois U de C. Dans ce cas, en remplaçant dans cette équation différentielle, vous allez voir quelque chose qui est très simple. Moins 2π sur T0 au carré fois UC, qui est ce terme, plus UC sur LC égale à 0.
Ceci est vrai quel que soit t, si et seulement si ce terme entre parenthèses égale à 0. Et donc, on va déterminer l'expression de t0 qui est la pseudo-période. Donc, vous voyez que pour relever le carré, vous mettez le racine carrée. Et donc, t0 au carré égale à 4 pi carré fois LC. Je passe à la racine carrée. Et ça, c'est une formule à apprendre par cœur. Donc, t0, c'est 2 pi racine carrée de LC. D'accord? Et peut-être, j'ai oublié de le montrer tout à l'heure, en changeant la valeur de L et de C, vous voyez bien que la période va augmenter. Donc T0, c'est ce qu'on appelle la pulsation propre des oscillations. Bien sûr, vous avez une relation entre la pulsation et la pulsation propre. T0, c'est la période propre, pardon, c'est pas la pulsation. T0, c'est la période propre, c'est oméga 0 qui est la pulsation propre des oscillations. Elle s'exprime bien sûr par oméga 0 est égal à 2 pi sur T0. Ou bien oméga 0, c'est 1 sur racine carrée de LC. Donc là, d'accord, donc T0, c'est la période propre des oscillations. Et oméga 0, c'est la pulsation propre. Bien. Maintenant, une question très classique là aussi, comme pour le circuit LCRL, on vous dit souvent vérifier que cette expression, c'est-à-dire 2 pi racine carrée de LC, est homogène à un temps. Donc là, vous avez deux méthodes pour y arriver. Bien, la première, c'est d'utiliser le résultat du circuit LCRL. Donc, on a vu que dans le LC, donc vous avez LC ici, est égal à L sur R fois RC. Donc, la dimension de LC, ce sera la dimension de RC multipliée par la dimension de L sur R. Or, ça c'est un temps d'après le circuit RC, et ça c'est un temps d'après le circuit RL. Donc, ça a la dimension d'un temps au carré. Donc, directement, je vais passer la racine carrée de ça, va avoir la racine carrée de t au carré qui est un temps. D'accord? Donc la racine carrée de LC va avoir la dimension de racine carrée de t au carré qui est un temps. Donc ça en utilisant les résultats du circuit RC-RL. Sinon, on peut utiliser l'autre méthode qui est un peu longue, c'est d'utiliser la dimension de chaque grandeur physique. Donc la dimension de la tension aux bornes de L, c'est une tension fois un temps divisé par un courant. La dimension de C de la condensateur, c'est une charge divisée par une tension. Or, donc la dimension de L fois C, donc là, vous faites le produit, ce sera tension fois un temps divisé par un courant, multiplié par une charge, tension d'une charge divisée par une tension. Or, le courant, donc vous avez Q fois TI, c'est Q sur T, d'accord? Donc I fois T, c'est un courant. Vous simplifiez par le Q sur I, pardon, donc d'accord, donc j'ai I sur T, voilà, et multiplié par I, et ça me donne, donc voilà, on simplifie d'abord par U, ensuite vous remplacez I, un courant c'est une charge divisée par un temps, et après en simplifiant par la charge, vous allez voir un temps au carré, d'accord, là c'est un temps au carré, donc voilà, j'ai remplacé I par Q sur T, ou bien Q par I, donc je rappelle la relation, I est égal à quoi? C'est une charge divisée par un courant, d'accord? D de Q sur D de T. Donc voilà, en simplifiant là aussi par un courant, il va vous rester un temps au carré, donc racine carrée, c'est un temps. Donc c'est la première ou la deuxième, à vous de voir la méthode qui vous convient. Bien, donc la dimension, eh bien, c'est un temps. Donc voilà comment évolue souvent dans cette courbe, et on vous dit à partir de la courbe déterminer la période propre. Donc la période propre, c'est le temps entre deux maximums consécutifs. D'accord. Maintenant, on peut déterminer aussi la valeur d'expression totale à partir de cette courbe. On peut déterminer toutes les inconnues, c'est-à-dire UM, T0 et Phi à partir de cette courbe. D'accord. Donc vous voyez à T égale à 0, bien sûr, à T égale à 0, vous avez remplacé ici par 0, vous avez U de C égale à UM cosinus phi. UM cosinus phi. Or, vous voyez bien qu'à T égale à 0, la tension U de C égale à UM, c'est sa valeur maximale. Donc là, je peux le lire directement à partir de la courbe, c'est 6 volts. Et donc, vous écrivez UM égale à UM cosinus phi. Donc, cosinus phi est égal à 1, donc phi égale à 0. Donc, je peux déterminer U de C, c'est 6 fois cosinus 2 pi sur T0. Et T0, je peux le déterminer connaissant ici un carreau correspond à combien de, mais là on vous dit déjà en millisecondes, donc je peux l'écrire tout de suite, c'est combien? C'est 2 millisecondes. Donc T0 sur 2 10 moins 3.
faut transformer bien sûr en secondes. Voilà comment on détermine l'expression de U de C à partir d'une courbe. Maintenant, connaissant l'expression de U de C, vous pouvez déterminer toutes les autres expressions de grandeur physique. Par exemple, la charge, c'est Q est égal à C fois U de C. Connaissant la tension maximale, je peux déterminer, ou bien par exemple, on peut vous donner Q en fonction du temps, et à partir de Q en fonction du temps, je peux déterminer QM qui est égal à C fois UM. Ici, je connais la capacité, je peux déterminer UM. Donc, vous avez plusieurs choses. Donc, vous voyez, donc Q de T, c'est Q max fois cosinus 1 sur racine carrée de LC fois T. Je peux déterminer aussi l'expression du courant. Ici, D de Q sur D de T. Donc, vous dérivez cette expression et ça vous donne D de Q sur D de T. Donc, C fois UM, racine carrée de LC, sinus. Donc, il manque un signe moins parce que la dérivée de cosinus, c'est moins sinus normalement. Et un signe moins. Donc, I de T, c'est moins UM cosinus racine carrée de LC sur L. Bon, là, c'est des formules de toute façon. Et IM, là, c'est la valeur maximale. Donc, vous avez IM cosinus de sinus. Je peux le passer en sinus. Je peux l'écrire sous forme de cosinus. Quelque chose de plus sur 2. Bon. Maintenant, on passe aux échanges énergétiques. Bien, le condensateur peut stocker une énergie électrique. Ça, on l'a vu dans le circuit RL. La bobine peut stocker une énergie magnétique. Et l'expression de l'énergie électrique et de l'énergie magnétique, c'est déjà étudié dans le circuit RC, dans le circuit RL. Dans l'énergie totale, c'est l'énergie électrique plus l'énergie magnétique. Maintenant, on va comprendre comment se fait ce phénomène d'entretien des oscillations. Et pour cela, il suffit de représenter la courbe du courant de la tension au bord du condensateur en fonction du temps. C'était un cosinus. La courbe de courant, c'était un sinus. D'accord? I, c'est en fait le mode D de Q sur D de T. Donc, c'est un sinus. Donc, vous voyez que quand l'un est maximal, l'autre est minimal. Par exemple, à T égale à 0, vous voyez bien que le sinus de 0, c'est 0. Le courant, il est nul. Par contre, à T égale à 0, vous avez le cosinus, c'est 1. Donc, le C est maximal, c'est E. Donc, la tension et le courant sont en quadrature de phase. Qu'est-ce que ça signifie tout cela? Ça veut dire à T égale à 0, l'énergie est complètement emmagasinée par le condensateur. C'est normal, parce qu'on charge d'abord le condensateur, ensuite on ouvre l'interrupteur. Donc à T égale à 0, le condensateur était complètement chargé. Donc toute l'énergie est emmagasinée dans le condensateur. Si on laisse évoluer en fonction du temps, qu'est-ce qui se passe? Donc le courant, la tension diminue. Au fur et à mesure que la tension diminue, vous voyez bien que le courant diminue. Et quand la tension est nulle au bord du condensateur, ça veut dire l'énergie emmagasinée pour le condensateur elle est nulle en ce point. Qu'est-ce qui se passe pour la bobine? Le courant est maximal en valeur négative. Mais l'énergie, c'est 1 demi L I carré. Donc, I carré est maximal. Donc, vous voyez bien que l'énergie de la bobine devient maximale. Donc, voilà. Le maximum de l'énergie du condensateur, je les indiquerai par des flèches en noir. Chaque fois que la tension est maximale, minimale ou maximale, pardon, vous avez une tension qui est maximale. Et bien sûr, chaque fois que la tension est nulle, vous avez une énergie emmagasinée par le condensateur qui est nulle. Donc l'énergie emmagasinée par le condensateur, c'est le bleu. Donc il est nul là, là et là. Au contraire, voilà la tension emmagasinée par la bobine. Chaque fois que le courant est soit minimal, soit maximal, vous avez la tension, l'énergie emmagasinée par la bobine, elle est maximale. Donc l'énergie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle passe de façon alternative entre le condensateur. Il y a un échange d'énergie continu entre le condensateur et la bobine. Le condensateur se décharge, la bobine emmagasine de l'énergie. La bobine restitue l'énergie, le condensateur se charge, et ça c'est de façon continue parce qu'il n'y a pas de moyen de perdre cette énergie parce qu'il n'y a pas de résistance. Deuxième remarque de cette courbe, et ça souvent si on vous pose cette question-là, on vous dit à partir de cette courbe, déterminez T0, à partir de la courbe de l'évolution de l'énergie. Et vous voyez bien, voilà la période T0, et pendant cette période-là, vous avez deux périodes de l'énergie. Vous voyez, l'énergie est passée par un maximum 2 fois consécutive. Donc, la période T0,
Ah, ça c'est une question bien. Il est clair sur ce schéma. C'est 2 fois la période de l'énergie. C'est égal, je ne sais pas si je l'ai écrit, voilà 2 fois la période de l'énergie. Donc vous voyez, voilà T0 entre 2 maximum de la tension. Et pendant ce même temps-là, l'énergie a passé par 2 fois deux périodes. Donc voilà une période, voilà une deuxième. Donc 2 fois la période de l'énergie est égale à la période T0. Bien. Donc l'énergie, donc voilà, je l'ai écrit ici. Donc ça c'est T0 sur 2. D'accord? Une période de l'énergie est égale à la moitié de la période de circuit RLC. Maintenant, c'est quoi la valeur de E total? Là aussi, on utilise souvent dans l'exercice cette valeur. À partir de cette valeur, vous pouvez déterminer soit la capacité, soit la bobine. Parce que cette valeur-là est égale soit 1 demi C fois U max au carré, qui est souvent la tension du générateur au carré, ou bien 1 demi L I max au carré. Donc là, c'est connaissant l'énergie totale, connaissant Umax par exemple, je peux déterminer la capacité ou bien et ainsi de suite. Donc c'est très très utile cette valeur de l'énergie totale. Et bien sûr, connaissant maintenant à n'importe quel instant, vous pouvez déterminer l'énergie. Il suffit de connaître l'instant et vous pouvez déterminer I de C, I de L et connaître l'énergie à chaque instant. Et bien sûr, il y a des temps particuliers où vous avez l'énergie emmagasinée par le condensateur est égale à l'énergie emmagasinée par la bobine. Bien, maintenant, je vais montrer pourquoi, dans ce cas-là, la résistance, l'énergie totale est constante. Donc là, en utilisant les équations différentielles. Donc là aussi, souvent des questions de l'exercice, montrer que l'énergie totale est égale à une constante. Donc je vais faire par 2 méthodes. Première méthode, je calcule juste l'énergie totale, connaissant l'expression de U de C, et connaissant l'expression de U de C, je peux déterminer l'expression de I. D'accord? Et j'oppose IM est égal à cette expression-là. Donc je dérive 1 demi C I de C au carré, plus 1 demi L I de M au carré. Donc tout ça c'est IM fois sinus carré. Ensuite, je fais l'énergie totale, je remplace IM par sa valeur. Et vous remarquez que je peux mettre 1 demi C fois UM au carré, parce que ici L, racine carrée de LC n'est autre que T0. D'accord? Donc, racine carrée de LC, c'est T0. Voilà. Et vous factorisez par 1 demi C fois UM au carré. Il va vous rester uniquement cos carré plus sinus carré. D'accord? Donc là, vous simplifiez par L. L, c'est racine de L au carré. Vous simplifiez par C. Et il va vous rester ce calcul. Bon, vous pouvez le vérifier facilement. Et donc, cos carré plus sinus carré, ça c'est égal à 1. Et vous voyez bien que l'énergie totale est égale à une constante, est égale à 1 demi C fois UM au carré. Donc on a montré que l'énergie totale est égale à une constante. On peut le montrer par une deuxième méthode en dérivant l'énergie totale. Vous dérivez cette expression-là. Et en utilisant bien sûr l'équation différentielle. Donc je vous rappelle la dérivée de UX carré, c'est X d de X. Donc je dérive 1 demi C, la dérivée de U carré, plus la dérivée de I au carré. Donc la dérivée de UC au carré, c'est UC fois D de UC sur D de T, multiplié par 2, donc je vais simplifier par 2. Et la dérivée de I carré, c'est 2 fois I D de I. Donc il vous reste ça. Maintenant, je vais mettre C fois UC D de UC sur D de T, plus LC au carré D de UC sur D de T. Donc ça, c'est la dérivée totale de l'énergie. Ensuite, il suffit de dériver I par C D de UC sur D de T. D'accord? Ensuite, d de i sur d de t par c, d carré de ic sur dt carré. Donc là, il n'y a pas ce facteur. Donc ensuite, je factorise par c, d de ic sur d de t. Il va me rester ici uc, ici l, c carré, l fois c, d carré de uc sur dt carré. Or, en utilisant l'équation différentielle, ce terme est égal exactement à 0, d'après l'équation différentielle. Donc l'énergie totale, la dérivée de l'énergie totale, elle est nulle. Donc l'énergie totale est égale à une constante. Bien. Maintenant, on va parler de cas de l'énergie dans le cas du régime pseudo-périodique cette fois-ci. Donc le régime pseudo-périodique possède une résistance. Et si vous tracez l'énergie en fonction du temps, vous allez voir que l'énergie, puisque l'amplitude diminue, l'énergie va diminuer au cours du temps. Donc là, souvent, question classique, pourquoi l'énergie diminue? Parce qu'il y a des pertes d'énergie par effet Joule. Donc là, connaissant, on peut déterminer l'énergie totale à chaque instant
À partir de ça, bon, il y a plusieurs questions. On peut déterminer aussi la pseudo-période en disant que la période est à peu près égale à la pseudo-période. On verra les types de questions dans les exercices. Bien. Donc tout à l'heure, dans le circuit LC idéal, j'ai montré que l'énergie totale est égale à une constante. Là, on va montrer que l'énergie totale diminue et que cette diminution est effectivement liée et essentiellement à des pertes d'énergie par effet Joule dans les différentes résistances, que ce soit la résistance du circuit ou bien la résistance de la bobine. Donc il suffit de faire la même chose que tout à l'heure. Calculer la dérivée de l'énergie totale par rapport au temps, toujours dériver ce terme-là, comme tout à l'heure, c'est le même calcul, c'est le résultat qui change. Donc là, c'est la même expression que de tout à l'heure. En faisant I, c'est C D de IC sur D de T, là, pour y arriver, c'est très simple. Il ne faut pas remplacer par les expressions, il suffit juste de remarquer que I, c'est C D de IC sur D de T. Donc je vais factoriser par I, et je vais obtenir ici I de C plus L D de I sur D de T. Or, dans l'équation différentielle, qu'est-ce que j'ai? J'ai I de C plus la résistance totale fois I plus L D de I sur D de T égale à 0. I de C plus I de R plus I de L égale à 0. Et vous voyez que I de C plus L D de I sur D de T est exactement égal à moins la résistance totale fois le courant. Donc je remplace ce terme par moins la résistance totale fois le courant. Et je trouve que la variation de l'énergie totale, c'est moins R' fois I carré. Or, vous avez vu au bac 1 que l'énergie perdue par effet Joule, c'est R, dans une résistance, c'est R I carré. D'accord? Énergie perdue par unité de temps. Donc, vous voyez bien que la diminution de l'énergie est exactement égale à l'énergie perdue par effet Joule dans les résistances. Donc, l'énergie totale décroît au cours du temps, cette énergie étant progressivement dissipée par effet Joule dans les résistances. Donc en conclusion, un circuit RL série, l'amortissement des oscillations est dû aux pertes par effet Joule dans les résistances. C'est souvent une question qu'on vous pose de cours. Maintenant, dernière partie, on va voir que pour entretenir ces oscillations, c'est-à-dire vous avez un circuit RC qui contient une résistance, on veut obtenir un circuit à la sortie, un signal alternatif non amorti. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On ajoute un circuit qu'on appelle un circuit d'entretien des oscillations. Et le principe de ces circuits, c'est d'appliquer une différence de potentiel au bord du circuit RLC de valeur, souvent on vous dit, cette valeur c'est UG fois I. D'accord? Et on veut déterminer la valeur de UG, de cette tension-là qu'on va appliquer. Donc j'applique une tension, c'est comme un générateur en fait, j'applique un circuit en fait qui applique une tension, et on va déterminer la valeur de UG. Pour quelle valeur de UG? On a un système d'entretien des oscillations. Bon, il suffit d'écrire l'équation différentielle dans ce circuit-là. Bon, souvent, il ne faut pas se préoccuper de circuit. On vous dit dans les exercices, on applique un circuit qui permet d'entretenir les oscillations de tension I de G, déterminé uniquement I de G. Donc là, vous écrivez U de L plus U de C plus U de R égale à U de G, qui est égal à R' fois I. Donc, de valeur R', et on veut savoir de valeur R'. Donc si la tension au bord ou bien fournie par ce circuit d'entretien est égale à R' fois I, vous allez voir qu'on aura une oscillation. Voilà, on aura entretien de cette oscillation tout simplement. D'accord? Ou bien vous mettez U de G est égal à R fois I. Donc vous avez U de C plus L D de I sur D de T est égal à R moins R' fois I. Dans quel cas vous avez U de C plus L D de I sur D de T égale à 0 si la résistance R est égale à R'. Donc moi j'ai appliqué directement est égal à R' fois I. Donc si U de G est égal à R' fois I, vous voyez bien qu'on peut simplifier par ces résistances et on retrouve le circuit LC idéal. D'accord? Donc si le circuit d'entretien applique une tension qui est égale à la résistance totale du circuit fois I, voilà la condition, la résistance totale fois I, j'obtiens un circuit LC idéal. Et dans ce cas-là, j'obtiens le circuit de tout à l'heure, d carré de UC sur dt carré plus 1 sur LC fois UC égale à 0. On retrouve le régime sans amortissement avec une période égale à sa période propre qui est égale à 2 pi racine carrée de L. Voilà tout ce qui concerne le circuit RLC régime libre. Donc comprendre qu'est-ce que c'est que libre.
Après, tout ce qui est équation différentielle, rien de spécial. Même chose que pour RL, RLC. Bien écrire son schéma circuit électrique, placer les flèches correctement dans le sens inverse du courant, la somme du courant des tensions, appliquer la loi d'additivité des tensions. Voilà. Et après, il faut bien comprendre que vous avez trois types de régimes. Régime périodique lorsque la résistance est nulle, totale du circuit. Régime pseudo-périodique lorsque la résistance est faible. Et régime critique lorsque la résistance est grande. Ensuite, tout ce qui est énergie pour un circuit LC idéal, vous avez un échange continu d'énergie entre le condensateur et la bobine. Pour un circuit réel, vous avez l'énergie, bien sûr, va diminuer au cours du temps. Et cette diminution est liée aux pertes par effet Joule. Donc voilà, je vous laisse dans la description de la vidéo quelques liens qui permettent des liens des exercices de ce sujet. Comme d'habitude, partagez la vidéo avec vos amis, envoyez-moi vos commentaires. Bon courage et à bientôt.